Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment configurer, installer, utiliser Pi-hole. C'est assez révolutionnaire je trouve, hein. C'est un système qui va vous permettre de filtrer la publicité pour toute votre maisonnée. Donc en utilisant un DNS menteur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc une seule configuration, soit en utilisant un Raspberry Pi ou soit en utilisant une VirtualBox comme on va le voir d'un Pi-hole, donc à cette possibilité d'impacter, on va dire, tous les usages de la maison, que ce soit sur smartphone, sur tablette et sur tous les PC de la maison. Donc ça c'est vraiment très pratique. Sinon, pour filtrer la publicité, vous savez qu'il y a toujours la possibilité d'ajouter des extensions, des modules complémentaires. Et là, j'en ai installé aucun, absolument aucun, justement pour la démonstration. Mais sinon, je vous conseille vraiment uBlock Origin. Alors, pour la démonstration, comme j'ai dit, j'ai rien installé, mais rien n'empêche ensuite, dans les usages, d'avoir le Pi-hole et uBlock Origin. Alors venons-en à Pi-hole. Donc une fois que c'est installé, donc rassurez-vous, dans une minute on passe à l'installation. Mais pour vous montrer, une fois que c'est installé, on accède via une interface web au pilotage de notre petit serveur. Et donc on a tout un ensemble de possibilités. Déjà on voit qu'il bloque la 30% des requêtes, hein, c'est pas mal, hein. Mon Pi-hole tourne chez moi depuis 5-6 jours, donc il y a déjà eu un bon paquet et il y a pas mal de personnes à la maison. Et puis on voit qu'on peut aussi faire un peu de flicage, hein, c'est-à-dire que la maisonnée visiblement s'est véritablement calmée vers minuit, et puis ensuite ça a repris franchement vers 10 heures du matin, donc ça permet de surveiller un petit peu, donc ça c'est on va dire à double tranchant. Et puis on peut aussi, donc il y a un certain nombre de sites ou de parties de sites blacklistés, mais on peut aussi ajouter à la main, on va dire, des blacklists pour toute la maison. Par exemple, on pourrait enlever Facebook pour toute la maison, ou des choses comme ça. Alors bien sûr, si vous avez affaire à des enfants particulièrement performants en informatique, ils vont réussir à contourner tout ça, hein, puisqu'évidemment ça passe par le DNS. Donc si sur son ordinateur on en vient à changer le DNS pour mettre un autre DNS, ben, il n'y aura plus du tout de comment dire d'effet de Pi-hole. Bon, mais pour tous les débutants, c'est complètement bloquant. Alors, voici la petite intro terminée. Maintenant, on va passer à l'action. Donc, pour notre serveur, il va nous falloir plusieurs choses. Déjà, il va nous falloir un certain nombre de possibilités de modification des paramètres de la box. Donc moi j'ai une Freebox, alors j'accède à ma Freebox en tapant l'adresse IP, son adresse IP, souvent c'est quelque chose qui est proche de ça, hein, 192.168.0.1.1.1, enfin si vous ne savez pas, vous tapez sur votre moteur de recherche adresse IP de ma box et vous allez trouver par défaut, bien sûr, l'adresse IP. Et puis donc là, il faut que j'aille dans paramètres de Freebox. Alors j'ai préparé un onglet. Donc dans mon onglet, paramètres de Freebox, j'ai DHCP. Alors on y viendra un petit peu après, vraiment dans l'installation du serveur, mais il va falloir être en capacité de modifier des choses ici. Donc particulièrement le serveur DNS numéro 1, qui au lieu d'être le serveur DNS par défaut du fournisseur d'accès sera notre Pi-hole justement. Et donc vous voyez qu'il y a aussi un certain nombre de serveurs DNS secondaires, troisième, quatrième, etc. Au minimum il y en a toujours deux. Ce qui veut dire que si notre serveur Pi-hole plante ou est sur une machine qui est éteinte, eh bien il n'y a pas de souci. Donc à la maison, tout le monde aura accès à Internet. Donc ça c'est quand même rassurant. Par défaut, le serveur DNS, c'est l'adresse IP même de la box. C'est-à-dire que si ma box est en 192.168.1.1, eh bien par défaut, ce sera en 192.
.168.1.1. Alors, il va nous falloir un serveur, comme je l'ai dit. Alors pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez un PC, mais ce ne sera pas une bonne chose, puisque si vous utilisez un PC dédié, il va tourner, il va consommer 40 watts à lui tout seul à longueur de journée. Franchement, c'est pas très éco-friendly. On peut utiliser un Raspberry, hein, ça se fait hein, sans souci, mais moi je vais utiliser une VirtualBox, c'est-à-dire je vais virtualiser un PC dans mon PC. Donc ça veut dire qu'il faut avoir installé VirtualBox. Là on est sur Linux, mais ça existe sur Windows aussi bien sûr. Et avec VirtualBox, une fois paramétré, on va installer un petit serveur, et moi je vous conseille d'utiliser un petit serveur Debian. En tout cas c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, qui va durer, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, même si je ferai des pauses au moment de l'installation. Alors un serveur Debian, bon bah ça se trouve facilement, vous allez sur debian.org, vous allez trouver. Il y a les ISO complètes et puis ce qu'on appelle les net install. Moi je vais utiliser une net install. Voilà, c'est ça. Donc là, télécharger Debian 10.3. Voilà, c'est la net install. Donc il y a très peu, le fichier fait 300 mégas, il y a très peu de choses dedans, si ce n'est comment dire, le boot et puis une petite interface graphique de base. Et après vous allez appeler tout en fonction de vos besoins. Voilà, donc moi j'ai déjà téléchargé hein, bien sûr les 300 mégas du serveur et j'ai déjà installé VirtualBox. Bon, donc on y va, on s'intéresse maintenant à VirtualBox. Donc vous lancez l'interface de VirtualBox et puis donc il va falloir, bon bah sinon je vais supprimer ça, supprimer tous les fichiers, je supprime complètement ma VirtualBox existante pour vous faire une démo. Voilà. Oh, bon ça c'est éteint. Donc on relance VirtualBox. Ok. Donc on va créer une nouvelle machine. Alors elle sera de type Linux et on va mettre Debian 64 bits. Debian 64 bits. Le nom, je vais l'appeler Pi-hole. Suivant. Quantité de mémoire. Alors de mes tests, j'ai essayé de descendre à 512, mais après Debian n'aime pas trop, donc 1 giga c'est bien. Ensuite, créer un disque dur virtuel. Eh ben oui. Donc il va falloir créer un disque dur virtuel. Donc là je ne change pas les configurations. Indynamiquement alloué, c'est-à-dire que si j'alloue par exemple 3 Go, eh bien la place réelle prise par le disque, en fait sous forme d'un fichier dans le PC hôte, sera croissante jusqu'à 3 Go. Bon, là je vois qu'en tâche de fond ça commence fort. J'ai une petite fenêtre qui m'avertit que j'ai mon VirtualBox qui est planté. Bon, a priori ça continue quand même, alors on va y aller. Bon, de mes tests encore là sur la taille du disque dur, 3 Go ça va, ça pose pas de problème. C'est le ni trop ni trop peu. Donc je mets 3 Go. Mais peut-être que 2 Go 5 ça suffirait. 2 Go il n'a pas aimé avec les configurations de base du serveur Debian. Ok, donc là il va falloir aller un peu plus loin quand même dans la configuration pour que l'on ait du réseau. Parce que dans le système, on a en processeur, ok, un processeur à 100%, on peut mettre 50%, mais on va laisser comme ça, mais c'est surtout le réseau là qui me pose problème. Par défaut, je ne l'ai pas. Donc on met accès par pont, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'interface réseau de votre PC pour faire croire, on va dire, j'utilise un mot qui n'est pas bon, mais faire croire à tout votre système que c'est un autre PC à côté alors que c'est un PC intégré dans votre PC. Voilà. Donc accès par pont, et là on choisit l'interface réseau. Ici j'ai l'interface Ethernet classique, et là c'est le
Wi-Fi parce que c'est un PC portable. Si vous avez un PC fixe, normalement vous n'aurez pas le choix. Vous n'avez pas de Wi-Fi souvent sur un PC fixe, donc. Mais par défaut, normalement c'est le bon. Ok, donc là je suis bon. Et je reviens sur configuration parce qu'il va lui falloir donc un CD d'installation. Donc je vais dans stockage et je vais ajouter le net install de Debian. Voilà. Ici qui est chez moi dans téléchargement. Ok, ouvrir, c'est fait. Choisir. Donc là normalement, je répète, j'ai créé un Pi-hole avec un système d'exploitation. Je crois que j'avais mis Debian moi. Debian 64 bits. J'ai attribué, mais c'était ça par défaut, 1 Go de RAM. Le processeur, je lui ai mis qu'un seul corps, parce que c'est largement suffisant, sinon ça va pomper des ressources sur votre machine principale. Et puis, petite astuce quand même, sur le réseau, j'ai créé, et ça c'est le point de vigilance, un point d'accès par pont. Là je suis prêt à lancer, donc je lance. Normalement, on va voir apparaître mon install Debian. Voilà. Alors, on peut choisir un graphique install ou une installation en mode texte. Eh bien, c'est la deuxième fois que je constate que le graphique install plante. Je ne sais pas si c'est à cause de la virtualisation. Bon, en tout cas, je prends pas de risque. Je fais une installation standard, donc textuelle. C'est parti. Alors, je choisis France, France, français. Là, il fait ce qu'il a à faire, quoi, c'est-à-dire ses détections. Bon, je vais pas faire de pause là-dessus parce que c'est vraiment bref, mais quand il y aura des petites longueurs, je ferai une petite pause dans la vidéo. Bon, ceci dit, j'aurais peut-être dû quand même. Bon, comme ça vous voyez vraiment le déroulement. Configuration DHCP, donc là normalement avec le net install ça marche. Alors nom de la machine, Debian. Bon, je peux l'appeler aussi Pi-hole. Voilà, donc là pour passer à continuer, je n'ai pas de souris, hein, puisque je suis en textuel. Alors j'appuie sur la touche Tab de l'ordinateur. Donc vous savez que c'est la touche avec les deux flèches qui est en dessous de échappe. Voilà, donc je passe au champ suivant avec Tab. Et quand j'appuie sur Shift Tab, je reviens au champ précédent. Mais bon, continuez. Domaine, je mets rien. Nom d'utilisateur, mot de passe route. Ah bah oui, là ça va être important parce qu'on va installer Pi-hole en route. Donc on a besoin d'un mot de passe. Bon, vous mettez celui que vous voulez. Vous voyez qu'on peut l'afficher en bas si on veut. Continuer, il me le demande en confirmation. Ok. Nom d'utilisateur complet. Donc il faut. Mais là c'est pas vraiment utile, hein. Je mets un nom d'utilisateur, mais en fait il va me servir à rien. Peut-être qu'on peut le passer, je sais pas. Je mets un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Et voilà. Alors ça continue. Outils de partitionnement. Donc là, je vais faire utiliser le disque entier. Donc on voit bien que le disque c'est 3 Go 3 VBox, donc c'est bien mon VirtualBox, hein, je suis pas en train de formater mon deuxième disque dur sur mon PC. Tout en une partition, ça je touche pas, j'appuie sur Entrée, terminer, appliquer les changements, je vérifie encore une fois que c'est bien écrit, que c'est bien VirtualBox. Donc vous savez, là il m'a mis de la swap, 1 Go de swap, c'est assez énorme, je sais pas vraiment si c'est utile d'avoir autant. Bon, donc on ne touche à rien là. On pourrait, j'imagine, largement optimiser ces paramètres-là. Appliquer. Est-ce que vous voulez appliquer? Donc là, j'appuie sur Tab pour passer à oui. Hein. Là, je suis obligé de... Par défaut, c'est non, quoi. Voilà. Et puis ensuite, l'installation de base commence. Alors là, je vais faire une petite pause. Hein. Et puis je vous reprends quand on ait la possibilité de poursuivre.
Alors, les affaires reprennent. Donc, après un petit temps et différentes, on va dire, pages, donc me voici. Donc, avec vous pour continuer l'installation. Le support a été analysé. Voulez-vous analyser un autre CD? En fait, il a fait une analyse comme maintenant sur tous les systèmes Linux du support lui-même. Donc, non. En fait, j'appuie juste sur Entrée. Ensuite, c'est reparti pour la gestion enfin, des différents paramètres. Français, debian.org, je touche pas. Mandataire, je mets rien du tout. Donc ça veut dire que j'appuie sur Tab pour passer à continuer. Ok. Donc là, il fait un petit téléchargement. Je pense que ça va pas être long, mais je fais quand même une petite pause. Alors, il me demande si je veux envoyer anonymement au responsable de la distribution des statistiques sur des éventuelles erreurs. Donc souhaite-t-on participer, oui ou non, à l'amélioration de Debian? Alors là, c'est vous qui voyez. Bon, moi j'ai mis non là, mais on peut mettre tout à fait oui, bien sûr. Donc ça continue, je refais une petite pause. Oh mais non, c'est très rapide. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je veux si je voulais une distribution classique, hein, on va dire comme un système d'exploitation classique, bien je vais cocher par exemple environnement de bureau Debian et puis Cinnamon. Enfin après ça dépend de ce que l'on souhaite, mais je vais pas rentrer dans ces détails là dans la mesure où c'est pas du tout ce qu'on va faire, mais vous voyez qu'avec un net install Debian on peut tout faire. Serveur SSH, utilitaire usuel du système. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un serveur SSH pour avec ma façon de faire? Non. Donc je vais l'enlever. Utilitaire usuel du système, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bon, je vais le laisser. Mais je pense qu'en fait, on a besoin de rien. De toute façon, on peut toujours faire une installation a priori. En réalité, allez, je vais mettre rien du tout. Je pense que ça suffira, ce sera encore plus léger. Donc j'appuie sur Tab pour arriver à continuer. Et puis, j'appuie sur Entrée. Donc là, il va vraiment installer le minimum du minimum. Donc l'installation commence forcément, et là c'est pareil, je vais faire une petite pause. Je vous dirai après combien ça a pris de temps. Bon, ça dépend de votre connexion internet, la puissance de votre PC, bien sûr, tout ça, ça joue énormément. En fait, ça a pris 2 minutes, même pas quoi. Installer le programme de démarrage Grub sur votre secteur d'amorçage. Ah bah oui, là c'est important parce que sinon ça ne démarrera pas. Donc j'appuie sur oui. Où est-ce que vous voulez le mettre? Choix manuel ou il me fait une proposition. /dev/sda, c'est-à-dire le seul disque de mon système virtualisé. Donc avec les flèches, je choisis /dev/sda et puis j'appuie sur Entrée. Et là vraiment, on est quasiment au bout de l'installation. Donc il installe le grub et maintenant il met tout ce qu'il a à mettre dans le système. Voilà, l'installation est terminée. Voulez-vous continuer? Oui, j'appuie sur Entrée. Et là cette fois-ci je redémarre et normalement il va démarrer voilà, sur mon système Linux Debian. Donc j'appuie sur Entrée. Donc je démarre vraiment là en virtualisé, mais donc quel login route, je mets le mot de passe et m'y voilà. Donc ensuite, alors il y a une commande qui se fait souvent, je suis pas un grand spécialiste Linux, hein, on peut dire oui il faut pas faire ci, il faut faire ça, mais là comme il y a eu une installation récente, normalement c'est inutile, hein. Mais imaginons vous revenez après ne pas avoir utilisé vos systèmes pendant un certain temps, on va faire un update et un upgrade. Donc apt get update, et puis après, hop, j'appuie sur la petite flèche du haut pour faire apparaître l'ancienne ligne. Hop, upgrade. Mais là, je crois qu'il est... Bah oui, il n'y a rien à faire, forcément, il vient d'être installé. Bon, c'est fait. Donc là, maintenant, on va aller voir sur le site. Je déplace ça, pourquoi j'arrive pas à déplacer ma page? Bon, on va encore une chose bizarre. Bon, bref. On va aller voir sur le site de P-Hall. Donc qui est le site p-hall.net. Comment réaliser l'install? Alors on voit qu'on peut utiliser Docker, hein. Bon ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, je suis pas un spécialiste Docker, et puis ma manière elle fonctionne, elle est assez simple, alors on va rester là-dessus. Alors installer p-hall, donc je clique sur installer p-hall et il me donne plusieurs méthodes, et là on va utiliser cette méthode là.
curl, SSL, etc., etc. Donc là, si on tape curl, qu'est-ce qu'on a? Ben rien, parce qu'il n'est pas installé. Donc, apt-get, install, curl. Voilà. Voulez-vous installer? Oui. Linux au début, on a une appréhension avec les lignes de commande aussi parce qu'on les connaît pas bien, mais quand vous connaissez, franchement, c'est, j'allais presque dire c'est mieux. En tout cas, c'est extrêmement efficace. Ok. Et là, on tape notre ligne de commande. Curl -ssl. Vous ajoutez, vous mettez bien les majuscules et les minuscules comme il faut. Alors, les puristes pourraient dire oui, il faut utiliser à ce moment-là le SSH, mais bon, pour une ligne, c'est quand même pas la mer à boire. De toute façon, s'il y a une erreur dans la ligne, vous saurez tout de suite. Hein. .net, le pipe se fait avec Alt-GR et 6. Bash. Alors, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc le bash cette installation est controversée, il faut le savoir, parce que ça donne la possibilité de faire tout et n'importe quoi sur le système. Bon, donc on fait confiance à Piol. Je suis dans un environnement virtualisé pour un test. Bon, c'est vrai qu'à modifier un DNS, c'est quand même potentiellement important, mais là on fait confiance à Piol, on va dire. Donc on voit une petite erreur ici, et j'appuie sur Entrée. Bon, c'est bien parti. Hein. Je vois déjà le logo. Donc check. Et puis donc là, il se lance une installation. Et là, il me demande quel DNS, sur quel DNS ça va s'appuyer. Alors là, c'est vous qui choisissez. Hein. Bon, Google, c'est un grand classique. Cloudflare, c'est le plus rapide. Quad 9, il a l'air pas mal, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Et puis de toute façon, on peut après coup le changer hein, dans l'interface. Allez, je mets Quad 9. Là, quelle liste de blocage je vais utiliser? Donc là, j'ai tout qui est coché. Je laisse comme ça, j'appuie sur la touche Tab pour passer à OK. Est-ce que je vais bloquer en IPv4, en IPv6? Bon, j'ai pas d'IPv6 à la maison, mais je vais bloquer partout. Et je me suis aperçu par contre qu'ensuite, quand on revenait dans l'interface, en réalité, l'IPv6 n'était pas bloqué. Bon, un petit bug peut-être. J'appuie sur OK. Donc là c'est là où c'est important. Il me donne une adresse IP statique, enfin une adresse IP qui n'est pas forcément statique, justement. Mais par contre, voilà, il va falloir qu'on regarde ça de près. 192.168.1.17. Ok. Et là, ok à tout. Est-ce que vous voulez une web interface? Bien sûr. Donc j'appuie sur Tab, ok. Est-ce que vous voulez l'accès à cette interface? Ok. Est-ce que vous voulez les logs? Oui. Est-ce que je veux voir tout? Bon, là, vous voyez que si on peut voir tout, on est éventuellement un peu... Enfin, on prend des droits, on va dire, par rapport aux autres personnes de la maison. Mais je mets oui. Et là, c'est terminé quasiment. Ou pas, je ne sais plus. Je croyais que c'était terminé. Bon, ça va assez vite. Je fais quand même une petite pause. Alors, ça a bien pris 2 minutes quand même. Hein. Donc là, il me rappelle l'adresse IP du serveur, 192.168.1.17. Son adresse IPv6. Oh, on va pas aller chercher de choses de ce côté-là. Qu'on peut y accéder soit en tapant pi.all ou soit en tapant sur un /admin. Bon, ok, donc on le note bien. Et puis il va me donner, ça c'est le plus important, un mot de passe. Donc attention aux minuscules et aux minuscules. Hein. VH2T5Q minuscule Z minuscule S pour notre exemple. Ok, je note. Et puis voilà, c'est fait. C'est terminé. Donc là, je vais descendre mon... Non, je ne vais pas descendre. Je vais aller sur navigateur pour vérifier que c'est bon. 192.168.1.17. Alors, il met /admin, mais on n'est même pas obligé de le mettre.
Parce que tout de suite, si on met 1.17, ils nous disent que vous voulez vraiment admin. Ok. Donc là, quand on n'a pas le code admin, on a des informations, on va dire, générales. Je clique sur login et puis je vais pouvoir taper le mot de passe. VH2T5QZS. J'espère que je ne suis pas trompé parce que c'est un peu galère à chaque fois. Est-ce que vous voulez l'enregistrer? Les gens enregistrent. Voilà. Donc là, je suis sur Piol. Et on retrouve la même chose que tout à l'heure. Hein. Je peux rechanger des choses, hein, settings, etc. Je peux faire un update du blocage du système de blocage de pub, etc. Je peux même éteindre ma machine à distance, etc., etc. Là, je me suis délogué. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer dans la suite de l'installation. Parce que c'est là où on va devoir travailler, sur la Freebox. Alors, ce qui se passe, c'est que notre serveur a là une adresse IP qui est dans la plage DHCP. Donc on a 250, un peu plus de 250 adresses. Moi j'ai mis une plage d'attribution d'adresses IP automatique entre 10 et 50 pour laisser la possibilité à d'autres adresses IP que je vais choisir. Par exemple une imprimante. Par exemple, eh bien justement ce serveur-là. Donc il va falloir donner un bail statique, c'est-à-dire une adresse IP une bonne fois pour toutes, à notre serveur. Donc je vais dans Beau statique et là on va ajouter, donc en fait il y en a déjà un de serveur Piol parce que j'ai déjà fait sur mon propre PC principal, là c'est sur un PC portable pour filmer. Donc j'ajoute un bail statique. Quelle adresse MAC je vais utiliser? Et bien là vous allez faire la liste et normalement vous allez trouver eh bien Debian. Bon là il y en a deux, alors ça complique un peu puisque en fait vous avez compris, j'utilise deux serveurs. Vous avez un doute, vous allez sur votre Debian serveur et vous tapez IP A. IP espace A. Donc là on va retrouver notre adresse, donc 192.168.1.17 et on va trouver ce que je cherchais, c'était l'adresse MAC et voilà on la trouve. Là je la vois. Est-ce que je peux vous montrer? Bah oui, je dois pouvoir. Pourquoi j'ai pas? Ah oui, parce que quand on est sur le serveur, il capture la souris. Il faut appuyer sur CTRL droite. C'est marqué là en bas. CTRL droite pour reprendre la main sur la souris. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a notre loopback ici. Ça c'est comme toujours. En fait, il y a toujours, je sais pas comment dire, une sorte de réseau interne. Et la deuxième, elle est là. Et on a ces 08, 0, enfin ça se termine par A0D8. Voilà. On voit notre adresse MAC A0D8, donc c'est celle-ci. Donc je reviens là-dessus. Donc là je choisis mon Debian qui est en A0D8. Bon, je le trouve pas. Normalement vous devriez le trouver. Toute une liste assez énorme. A0D8, voilà, ça s'appelle Piol. Voilà, A0D8, effectivement, j'avais donné le nom Piol. Et puis là, on va lui donner une adresse IP statique une bonne fois pour toutes. Par exemple, pour mon exemple, je sais pas, allez, 203. Je pense qu'elle n'est pas utilisée, sinon il va râler. Voilà, 203. Donc, ok, c'est fait. Je ferme. Ce qui veut dire que maintenant, mon serveur, je vais le relancer et il va prendre l'adresse IP 203. On va vérifier. Donc pour le relancer, il y a deux façons. Soit vous utilisez une ligne de commande, shutdown -R comme reboot ou -H comme j'éteins, -R now maintenant, ou soit vous allez là et vous demandez une extinction par ACPI. C'est comme on veut. Bon, allez, on utilise la ligne de commande. Ça fera plaisir aux amateurs de la ligne de commande. Donc mon serveur redémarre.
forcément. Et maintenant, comme je lui ai demandé qu'il prenne l'adresse IP 203, il a pris l'adresse IP 203. On va vérifier ça. Route. Donc je tape IPA. Alors le ifconfig, ça ne marche plus, hein, c'est ancien hein, ça. Donc il a bien pris l'adresse IP 203. Magnifique. Et là cette fois-ci c'est franchement statique. Bon, ça veut dire que mon P-hole, si je veux y accéder, eh bien maintenant il faut que je tape 192.168.1.203, forcément. Et effectivement ça marche. Voilà, ici je fais mon login. Il veut pas. Il n'a pas enregistré le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Bon, enfin bref. VH2T5QZS. Enregistré. Ah bah oui, parce que c'est pas la même adresse, donc il a pas. Ok. Donc là, me revoilà. Il reste une dernière étape. C'est dans ma Freebox, la plus importante. Hein. Modifier les paramètres, donc je reviens sur DHCP, du DNS numéro 1. Donc là, il va lui falloir lui mettre l'adresse IP de votre petit serveur que vous avez créé. Ici, 192.168.1.203. Et donc ensuite, j'ai mis un serveur DNS Google 8844. J'ai mis un serveur DNS 1111, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs. J'ai un doute. C'est NoIP, je sais plus. Et puis j'ai mis 192.168.1.1 en DNS numéro 4, c'est-à-dire le DNS de départ de Free. Bon, on peut mettre un DNS numéro 5, etc. Ou 1.1, c'est Cloudflare. Enfin bref. Donc là, c'est-à-dire que même si le premier plante, je passe à la suite, donc personne ne sera impacté. Je peux même éteindre mon PC ou mon Raspberry. Enfin bon, dans la maison, il n'y aura pas d'hurlement. Ok, donc bien sûr j'applique, etc., etc. Alors là, pour la vidéo, je reste sur mon P-hole, celui que j'ai fait, hein, bien sûr. Donc une fois que j'applique, là, la prise en compte sur les PC qui sont en train de tourner, elle est immédiate. Et c'est ça qui est impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de redémarrer tous les PC, tablettes et smartphones de la maison. Hein. C'est dans la box, c'est-à-dire au lieu d'envoyer sur le DNS Intel, maintenant j'ai dit d'envoyer sur le DNS P-hole. Donc c'est-à-dire que maintenant dans la maison, si on va sur une adresse quelconque, je sais pas, ce que vous voulez, ou même YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait moins de publicité. C'est-à-dire que quelquefois il y a des petites publicités qui s'affichent dans la vidéo, franchement c'est assez énervant. Des petites publicités comme ça, et là elles y sont pas. La crise économique. Voilà, probablement il y aurait eu une pub de vidéo de départ, et là il n'y est pas. Je dis pas que ça filtre toutes les pubs, hein, mais je trouve que c'est assez performant, on va dire au moins 50%. Et comme je l'ai rappelé, rien ne vous empêche de mettre un module complémentaire et d'ajouter celui que je vous conseille, uBlock Origin. Donc si on revient sur notre dashboard, là, c'est donc ma conclusion, hein. On revient sur le début de la vidéo. On a tout un ensemble d'informations et tout un ensemble de possibilités. En bref, P-hole, c'est assez performant. Si ça plante, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon les autres DNS prennent le relais. Pour les utilisateurs, par exemple smartphone, tablette, etc., c'est pris en compte en temps réel. Il n'y a pas besoin d'installer de choses sur ces machines-là, de toute façon c'est quand même assez difficile. Il faut savoir que sur un PC, utiliser une extension sur un navigateur, un PC lent, ça a tendance à ralentir quand même l'ouverture des pages, si le PC est très lent, si c'est un vieux zinc. Là ça n'a pas d'impact, puisque c'est pas là que ça se passe, c'est pas sur les machines que ça se passe. Donc moi je vois pas vraiment d'inconvénients majeurs à l'usage de P-hole, je vois que des avantages, alors pourquoi ne pas le faire? Il faut juste un peu... voilà, faut prendre son courage à deux mains si on n'est pas du tout connaisseur de toutes ces manipulations. Ma petite vidéo normalement vous a montré de A jusqu'à Z comment faire. Vous avez le système qui fonctionne avec une VirtualBox. Vous pouvez faire quelque chose de tout à fait
équivalent avec un Raspberry Pi. Avec un PC, on pourrait, avec un PC dédié, on pourrait, mais comme je l'ai expliqué, c'est une très mauvaise idée à mon avis, parce qu'un PC dédié a une consommation importante de 30-40 watts, parce que c'est voilà, c'est comme ça, quoi. Et faire tourner un PC uniquement pour ça, 40 watts à l'année, vous coûte environ 40 euros. Là, franchement, c'est une mauvaise idée. Bien, j'espère que cette vidéo vous intéressait. On a fait le tour de pas mal de choses. Et à vous de jouer maintenant. Bon courage.